pouvoir commencer. Alors j'espère que vous êtes prêts pour ce cours. Alors malheureusement on n'a que 1 heure, donc ça va être assez intense. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Au début, je pense que vous allez peut-être avoir un peu de mal, mais vous avez le temps de revoir les cours. Puis après la semaine prochaine, il y aura une séance de QCM il y aura une séance de QCM en chimie, donc vous pourrez poser toutes vos questions si vous n'avez pas compris. Là, on va essayer de faire le cours, c'est un peu dense, mais ça devrait bien se passer. En tout cas, moi, je me présente. Du coup, je m'appelle Lucas. J'ai fait l'AS 2 de B2M et je suis avec Nina qui a fait l'AS 1 chimie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, donc. Les cours en chimie que vous allez avoir, il y aura en premier la structure de l'atome, il y aura un peu de thermodynamique, l'oxydoréduction et la chimie organique. Ce qui va tomber au Nina, combien de moyenne en licence sur l'année? Combien de moyenne en licence sur l'année? 17,5. Pardon, excusez-moi, 17,5. Et ça a été lissé, parce qu'après, du coup, il y a des lissages sur chaque licence. Moins 5 points. Du coup, j'ai fini à 12,5. Les lissages sont un peu C'est un particuliers, peu mais particulier, vous verrez, mais ça veut rien dire. voilà. Et votre... moi, en DBDSM, j'avais 17, j'avais 17 et demi, 17 et demi, je sais plus. Mais après là, vous inquiétez pas. Là, on va plutôt s'attaquer sur le cours en lui-même parce que si on commence à poser des questions, on va pas pouvoir le faire et à la fin, on va devoir speeder. Vous allez vraiment rien comprendre. Donc, vous inquiétez pas. Mais après, ouais, il y a des licences qui avaient moins. C'est en fonction du nombre que vous êtes dans votre licence et de la moyenne qu'il y a. Genre, en chimie et en bio, il y a énormément de monde. Donc, forcément, les moyennes, elles sont plus hautes. Mais il y a des matières plus grandes. En droit, je crois que c'était un peu plus bas. Ça dépend. Et les lissages, ils sont là pour tout remettre à niveau. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Vous bossez bien tous C'est comme, pour bossez bien vraiment. tous ensemble. Et ça passera. Donc, on va commencer ce cours de chimie. Alors, en premier, on va parler de la structure de l'atome. L'atome, il est caractérisé par Je sais pas. plusieurs On éléments. écoute, on écrit, enfin, tout ça, Donc, en on a vu. premier, X, c'est son élément. Donc, il y aura Ouais. si vous savez H, ça sera Mais après, j'ai l'impression que hydrogène, O, ça, oxygène. Donc, ça, surtout vous que ça, connaissez, c'est le enfin, tableau j'ai déjà regardé. périodique. Je sais ce que les cours, j'ai déjà Ensuite, il est regardé tous les caractérisé cours, par qu'est-ce qu'il y son avait. nombre A, qui est le Après, nombre de masse, c'est le nombre de nucléons, et nombre Z, son nombre de protons. Est-ce que ça coupe? Ça va mieux? Est-ce que tu peux couper? Moi, j'ai pas de retour d'audio, moi, donc je sais pas si, en fait, j'entends pas, je sais pas s'il y a des gens qui parlent, hein. Ouais, ceux qui parlent, envoient des messages sur la discussion, parce que j'entends pas, j'ai pas de retour d'audio. Donc, si vous avez des questions, mettez sur le chat. Du coup, je disais que un atome, il est caractérisé par A, son nombre de masses, qui est son nombre de nucléons, et Z, son nombre de protons, qui est égal au nombre, qui sont égal la plupart du temps au nombre de neutrons. Donc, non, qui est égal, pardon, au nombre d'électrons. Et un atome, il est électriquement neutre. Donc, il n'a pas de charge électrique. Si c'est un, la charge du proton, pardon, la charge du proton, elle est positive et la charge de l'électron, elle est négative. Donc, entre les deux, ça s'équilibre. C'est pour ça que l'atome, il est électriquement neutre. Le neutron, ensuite, le neutron, lui, il n'a pas de charge, il est neutre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même Z, donc le même nombre de protons, mais avec des nombres A différents, donc des neutrons différents. Ils n'ont pas les mêmes neutrons. Ils possèdent des propriétés chimiques identiques, mais des propriétés physiques différentes. Donc, par exemple, ça, on pourra poser des QCM, voilà, ça tombe régulièrement, que les isotopes, ils ont des mêmes propriétés physiques, mais là, vous répondez faux, et ils vont poser, ils peuvent piéger sur ça, mais vous inquiétez pas, il y aura des QCM. Donc ça, normalement, ça devrait être, enfin, si vous avez physique-chimie, même en première, ça devrait être des révisions, j'espère. Alors, le nombre quantique, ça, vous l'avez sûrement pas vu. Un atome, du coup, il a plusieurs orbitales qui sont définies par plusieurs nombres quantiques, N, L et M. N, L, M, c'est nombres quantiques.
N en premier, c'est ce qui définit la couche énergétique. Donc, c'est un nombre entier et positif. Il peut avoir un, une, deux, trois, quatre, cinq. Il peut avoir plusieurs couches, plusieurs couches, plusieurs couches énergétiques. Et N, c'est ce qui définit son nombre de couches énergétiques. Ça peut pas être égal à zéro. Ça commence à partir de un et c'est forcément positif. Ensuite, L, c'est ce qui va définir la forme de l'orbital. Ça, c'est compris entre zéro et n-1. Donc, entre zéro et si un atome, il a, par exemple, 3 sa couche énergétique est de 3, alors son orbital, sa forme de l'orbital, elle est comprise entre zéro et 2, parce que n, donc 3 moins un c'est égal à 2. Donc, il peut y avoir plusieurs L pour le même nombre de n. Et donc, les sous-couches, en fait, les sous-couches, elles vont avoir des noms. Si L est égal à zéro, alors là, c'est la sous-couche S. Ensuite, un c'est pour la sous-couche P, 2 pour la sous-couche D et 3 pour la sous-couche F. On n'ira pas plus loin que ça. Là, je pense qu'il y en a certains, peut-être, ils sont un peu perdus, mais vous allez voir, après, en faisant des QCM, en retravaillant, ça va bien se passer. Et enfin, M, qui définit le nombre quantique magnétique, et lui va définir l'orientation. Il est compris juste entre -1 et 1. Donc, comme c'est écrit, si L est égal à 1, on va avoir M qui peut prendre les valeurs 0, qui peut prendre les valeurs -1, 0 et 1. Je me suis mal exprimé. M, il est compris entre moins L et L. Donc, c'est pour ça que si L est égal à 1, il y aura 3 valeurs de L. Mais si M égale à 2, il va y avoir 5 valeurs de L. Donc, voilà les orbitales, les formes des orbitales atomiques. Là, on peut le voir. Je sais pas si. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Oui, parfait. Donc, vous voyez ici à l'orbitale S, du coup, il n'y a qu'une orbitale. P, il va y avoir deux orbitales. D, 4 et F, 6. Donc, je reviens avant. S, P, D, F. Voilà, S, P, D, F. Donc là, c'est la forme des orbitales et qui est défini par le nombre L. C'est celui qui est important. Et enfin, il y a un dernier nombre quantique, c'est le nombre quantique S, qui définit le nombre de spins. C'est le nombre de spins, c'est le nombre de rotation. Et là, il n'y a que deux valeurs, soit moins un demi, soit plus un demi. Ah, j'entends quelqu'un qui a activé son micro. Je sais pas s'il veut dire quelque chose. Non, ok. Donc, la règle de Kleshowski, ça va être une règle assez importante parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir définir la structure d'un atome avec le tableau. Avec le tableau, on pourra y revenir après. Un truc à connaître qui va être très important pour vous, ça va être le tableau périodique. Il va falloir que vous le connaissiez vraiment par cœur. Surtout la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Les trois premières lignes. Donc la première, elle est très simple, il y a que deux atomes. Ensuite, il y a la deuxième et troisième ligne. Donc il y a des mémotechniques pour ça, et des mémotechniques pour ça que vous avez. Et ensuite, ce qu'il faudra vous connaître, ça va être les gaz rares, les halogènes et les alcalins. Alors, dans les alcalins, il y a pas l'hydrogène. Mais déjà, si vous connaissez lithium, le lithium Na et le potassium, ça suffira. Mais vraiment, apprenez bien, là, si vous avez du temps, commencez vraiment à les apprendre par cœur. Moi, je sais que j'avais une application pour ça sur le téléphone ça me permettait de le réviser de temps en temps. Et c'est vraiment important de le savoir parce qu'en QCM, on va vous demander, on va vous parler de certains atomes et si vous savez pas en fait le numéro atomique de l'atome, vous serez complètement perdu. Donc apprenez-le. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième partie de la thermodynamique. J'espère que j'ai le nom de l'appli. Alors, je vais regarder si je l'ai sur le téléphone encore. Je crois que je l'avais supprimé parce que je m'en sers plus. Hum, Non, je l'ai supprimé malheureusement. Mais je crois que c'était tableau périodique, quelque chose comme ça.
C'était, ouais, voilà, c'était quiz du tableau périodique sur iPhone. Quiz du tableau périodique et et en gros, tu choisis les atomes que tu veux réviser parce que sinon, ils te font réviser tout le tableau et ça sert un peu à rien. Donc, moi, j'avais fait ça. Voilà, donc là, cette première partie est finie. Je pense qu'il y a certains trucs que vous avez peut-être un peu eu du mal à comprendre avec S, avec les différents nombres quantiques, mais ça voilà, il y aura des fiches et après vous allez les faire en QCM et c'est vraiment dans la pratique que vous allez vous en sortir. Parce que là, apprendre la chimie, c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment du travail. Il y a pas, enfin, ça sert à rien d'apprendre les cours par cœur ça sert à rien d'apprendre les cours par cœur parce que c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment un peu de réflexion sur les atomes. Donc, faites les QCM au maximum. Alors, deuxième partie de cours, ça va être sur la thermodynamique. Euh, la thermodynamique, ça va être les échanges, en fait, les échanges de matière, hein, les échanges de matière qu'il va y avoir avec les différents milieux. Donc, avec les différents milieux, quand je dis différents milieux, c'est les différents systèmes. Par exemple, ici, c'est système ouvert. Donc, dans un système ouvert, il va y avoir un échange d'énergie et de matière. Il va y avoir un échange d'énergie et de matière. Un système fermé, dans un système fermé, oh, pardon, dans un système fermé, il va y avoir échange que d'énergie. Et dans un système isolé, il y a aucun échange avec l'extérieur. La cellule, par exemple, la cellule, c'est un système ouvert, parce qu'il y a des échanges de matière et d'énergie. Un système isolé, on peut dire que un système isolé, c'est une boule complètement hermétique où c'est qu'il n'y a rien qui va changer. Un thermo, voilà, un thermo. Et un système fermé, ça va être la bouilloire, où c'est qu'il va y avoir l'eau, elle va rester que dans la bouilloire, mais il va y avoir échange d'énergie, donc elle va pouvoir chauffer. Voilà, ça c'est différents exemples. Quelque chose à savoir, ça va être le premier principe de thermodynamique, c'est la définition, que l'énergie, elle se conserve, il n'y a pas de perte ni de création d'énergie, seulement des échanges. Voilà. Euh, donc ensuite, dans la thermodynamique, on va parler de l'enthalpie H, de l'entropie S et de l'enthalpie libre G, qui sont des fonctions d'état. Il faut savoir que c'est des fonctions d'état. On va en reparler juste après. Si la matière change d'état, ça compte s'il y a des échanges. J'ai pas compris la question. Si la matière change. Euh, Pour liquide, Non, non, mais quand je dis la bouilloire, en gros, elle chauffe, mais il n'y a pas de. On dit que la vapeur, elle reste. La vapeur, elle reste. Il n'y a pas de. Non, non, c'est pour ça que la bouilloire, c'est un exemple, mais faut pas aller trop loin dans l'exemple. Il faut juste dire que ça chauffe, mais l'eau, elle reste dans la bouilloire, elle part pas, en fait. Si la vapeur sort, c'est ouvert. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que là, ça va être un système. On dit que c'est quoi un système fermé. Vas-y, du coup, l'enthalpie, c'est H. Et. Attendez, une seconde. Du coup, l'enthalpie H, ça va être l'échange de chaleur à pression constante. Quand delta H, donc c'est la différence d'enthalpie, si delta H est inférieur à zéro, alors c'est une réaction exothermique qui va faire que il va y avoir de l'énergie perdue. Si delta H est inférieur à zéro, donc la différence de chaleur entre les deux milieux, elle est inférieure à zéro, c'est une réaction exothermique qui va libérer de la chaleur, qui va libérer de l'énergie. Donc, ça va perdre le système, donc il va perdre de l'énergie. Et à l'inverse, si delta H est supérieur à zéro, alors c'est une réaction endothermique et qui va, elle, recevoir de l'énergie. Donc, le système, il va gagner en énergie. Ensuite, on va avoir l'entropie S, qui est le deuxième principe de thermodynamique. C'est le degré de désordre du système. C'est le degré de désordre du système. Au cours d'une transformation spontanée, donc quand il y a une réaction qui se fait spontanément sans besoin d'énergie, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. En fait, ça va être le désordre, ça peut qu'augmenter. On peut pas reformer quelque chose. Lors d'une réaction, lors d'une réaction spontanée, on va, on va toujours créer du désordre, en fait. Donc, l'entropie S ne peut qu'augmenter. Voilà. Donc, quand on voit, en fait, dans cet exemple, entre un glaçon, donc un état solide, liquide et de vapeur, l'entropie
elle augmente avec la température. Que on voit facilement avec le schéma que l'eau solide, quand c'est eau solide, là, ça prend peu de place et avec la vaporisation, ça prend beaucoup plus de place. Donc, c'est le désordre qui augmente. C'est le désordre qui augmente. Le volume, le volume pris, il va augmenter. L'enthalpie libre G, c'est une réaction à connaître. C'est delta G égale donc delta H, delta H moins T fois delta S. Ouais, il y a quelqu'un qui va. C'est vrai que j'entends quelqu'un avec son micro allumé. Je pense que je vais mute s'il continue à. Celui qui a son micro d'allumé, est-ce qu'il peut l'éteindre, s'il vous plaît? Ouais. Normalement, je crois que j'ai désactivé son son. Je peux parler. Vas-y. Du coup, voilà, l'enthalpie libre G, c'est égal à delta H moins T fois delta S. Et si delta G est inférieur à zéro, donc c'est une réaction exergonique. Quand c'est une réaction exergonique, c'est une réaction spontanée. Elle n'a pas besoin d'ajout d'énergie. Elle va se faire spontanément. Et alors que quand delta G est supérieur à zéro, là, c'est une réaction endergonique. Et cette réaction, elle est favorisée en sens inverse, c'est-à-dire que c'est euh, la réaction, elle est favorisée en sens inverse. Donc, il va falloir de l'énergie pour que cette réaction ait lieu. Et delta G égale à zéro, réaction à l'équilibre, réaction à l'équilibre. Voilà, donc ça passe de l'état, réaction exergonique, ça passe de l'état initial à l'état final. Et réaction endergonique, on peut dire que ça passe de l'état final et ça revient vers l'état initial, mais pour que ça revienne à l'état initial, il va falloir ajouter de la matière. Il va falloir ajouter de l'énergie, pardon. Alors, évolution d'une réaction et état d'équilibre, l'enthalpie libre molaire, donc delta G, c'est égal à delta G prime plus RT ln de K. Je suis pas sûr que que ça tombe régulièrement. Je suis pas sûr que ça tombe régulièrement, mais apprenez cette formule. Des fois, ouais, voilà, c'est l'enthalpie libre, la première partie qui est importante, celle-là, elle est quand même aussi importante, il faut l'apprendre. Il faut aussi l'apprendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut tomber. Mais voilà, c'est une formule. Et après, des fois, il peut y avoir quelques calculs. Mais sachant que vous n'avez pas la calculette, c'est pour ça que c'est compliqué. On ne peut pas vous demander de faire des gros. Les questions là, ça sera plutôt sur dans quel sens vont les réactions. Ça, vous allez le revoir en cours parce que c'est un peu long à comprendre, mais après, une fois qu'on l'a compris, c'est tout le temps la même chose. Et est-ce qu'elle est hexergonique, endergonique ou à l'équilibre? C'est des questions comme ça qui tombent souvent. Voilà. Et est-ce on a accès au diapo? Je pense qu'il sera disponible sur le site. Je pense qu'il sera disponible sur le site du TAT. Très- Ah, Peut-être qu'il c'est est vrai? déjà, Ça, on c'est dit qu'il est déjà disponible. disponible. Merci beaucoup. Ça a l'air super bon. Je suis parti un peu tard de l'agence pour Ouais, faire mon alors rendez-vous. c'est vrai que ça a l'air super bon. Euh... Vas-y, hop. Ouais, je crois que j'ai coupé le son de la personne qui parlait. Euh... Donc à l'équilibre, la delta G égale à zéro. À l'équilibre, delta G égale à zéro. Et si K, ça va être K, c'est la constante d'équilibre. K, c'est la constante d'équilibre. Si K est supérieur, ça tombe pas souvent, mais voilà, il faut savoir que si K est supérieur à un et que delta G 0' est inférieur à un, alors la réaction, elle est exergonique. Et comme c'est toujours pareil, si elle est exergonique, alors c'est le sens un qui est favorisé. Et le sens un, ça va être le sens spontané. À l'inverse, si K est inférieur à un et que delta G0 est supérieur à zéro, la réaction est anergonique et là, c'est le sens 2 qui est favorisé. Donc, c'est le sens inverse. C'est le sens inverse de passer de l'état final à l'état initial. Ensuite, ça c'est important. Ça, c'est très important. C'est très important que déplacement d'un équilibre. Comment déplacer l'équilibre d'une réaction? Ça va être le principe de Le Châtelier, et que toute variation d'un facteur de l'équilibre entraîne un déplacement de ce dernier de façon à s'opposer à cette variation.
En fait, ce qui va jouer dans le déplacement d'équilibre, voilà, ça va être surtout voilà, ces deux points qui sont importants. Ça va être que si la température augmente, lors de la réaction, si la température augmente, si on augmente la température, l'équilibre, elle se déplace dans le sens de consommation de la chaleur, donc dans le sens endothermique. Si la température augmente, ça va dans le sens endothermique. Et si c'est la pression, si c'est la pression qui augmente, alors l'équilibre se descend dans le sens de la diminution du nombre de moles de gaz. En fait, il veut toujours revenir à son état de base. C'est pour ça que du coup, si la température augmente, on va faire tout en sorte pour que la température baisse. Et si la pression augmente, il y aura diminution des moles de gaz, donc diminution de la pression. Mais donc voilà, et c'est comme ça qu'on sait si c'est endothermique ou exothermique. Mais ça, vous verrez. Faut faire un lien en fait avec le début du cours. Ça, c'est que des QCM comme ça qui tombent. Voilà. Donc ensuite, ça paraît. Si on ajoute un constituant, alors l'équilibre se déplace vers sa disparition. Forcément, on va vouloir l'éliminer, donc il va se supprimer. Et si on enlève un constituant, ben forcément l'équilibre il va se déplacer vers sa formation parce que on veut toujours que ce soit l'équilibre, on veut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc si on supprime un, on va tout faire pour le reformer. Et si on ajoute un, on va tout faire pour l'éliminer pour que comme ça ce soit à l'équilibre et que il y ait voilà il y ait un équilibre entre la réaction dans la réaction. Alors, oxydoréduction. Oxydoréduction, ça c'est une partie qui peut moi je l'aime bien, mais elle peut être compliquée pour certains. Après, voilà, c'est pareil, c'est toujours pareil, il faut le travailler. Là, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont peut-être un peu perdus, mais voilà, retravaillez-le. Vous inquiétez pas, je sais pas si vous avez encore eu des cours. Non, vous avez pas eu les cours encore, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous êtes motivé et vous bossez, ça devrait le faire. Donc, une oxydation, ça va être une perte d'électrons et une réduction, un gain d'électrons. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête tout le temps. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, lors d'une oxydation, il y a une perte d'électrons. Donc, c'est-à-dire que l'oxydant, elle va elle va gagner des électrons. Parce que l'oxydant, il va subir une réduction. L'oxydant, il peut pas subir une oxydation vu qu'il est déjà oxydé. Donc, l'oxydant, il est obligé de subir une réduction. Donc, il va gagner des électrons. L'oxydant va gagner des électrons vu qu'il subit une réduction. Donc, l'oxydant, c'est une espèce susceptible de gagner des électrons. À l'inverse, le réducteur, lui, il perd des électrons. Le réducteur, c'est celui qui a beaucoup d'électrons. Donc, il va subir une oxydation, il va avoir une perte d'électrons. Voilà, la réaction ici elle explique tout. Oxydant plus n nombre d'électrons donne un réducteur, c'est une réduction. Et le réducteur, il subit une oxydation, il devient oxydant avec des électrons. Et en fait, on va faire des réactions d'oxydoréduction et ça va être des échanges d'électrons entre deux couples redox. Donc, les réactions d'oxydoréduction, elles se font entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Ça, on va le voir juste après. J'ai appris au lycée ceci, donc ce sera de nouvelles connaissances ou pas. Mais tout ce qu'il y a dans le diapo, en fait, c'est ce qui sera, c'est ce qui va tomber. Donc, il y a des choses nouvelles pour certains qui n'ont pas fait spécifiquement en terminale. Il y a des choses que certains ont vues, parce qu'il y en a, peut-être ils ont fait des cours en plus en terminale, je sais pas. Donc, peut-être pas tous au même niveau là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des révisions pour certains, d'autres, ça, c'est du cours, mais il y a pas, ceux qu'on n'a jamais vu, n'ayez pas peur, hein. Donc, le nombre d'oxydations, il va indiquer la charge prise par l'atome au cours d'une oxydation. Il va changer, le nombre d'oxydations, il va changer au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Il peut être positif, négatif ou nul, et il va s'écrire en chiffre romain. Donc, le nombre d'oxydations, il peut être égal à 1, à 2, mais ça, vous allez voir. Et lors d'une réduction, il va y avoir une diminution du nombre d'oxydations. Et lors d'une oxydation, il va y avoir une augmentation du nombre d'oxydations. Donc, c'est le nombre d'oxydations, forcément que lors d'une oxydation, il augmente. Ça paraît. J'ai pas compris le fait que l'oxydation, c'est une perte, hein. Parce qu'en fait, l'oxydation, le réducteur, il a ses électrons. Et de l'oxydation, le réducteur, lors de l'oxydation, il va perdre ses électrons. Il va perdre ses électrons, donc il va donner
nouvelle molécule, il va donner une nouvelle molécule avec des électrons. Donc, ça sera la molécule du réducteur, mais avec ses électrons en moins. Donc, il va y avoir une perte d'électrons. Est-ce que c'est compris? Parfait. C'est parfait. Euh, je vais prendre. Hum, bref. Donc, le nombre d'oxydation, voilà, on l'a dit. Le nombre d'oxydation, il va augmenter lors d'une oxydation et diminuer lors d'une réduction. Alors, on va passer à des cas concrets. Donc, ça va être, c'est le mieux. Euh, on va équilibrer une équation. On va faire avec CR2 au 7 de moins et CR3 plus. Donc là, en fait, ça va être ça, c'est un couple redox. C'est un couple redox. Donc, il y a un réducteur, un oxydant. Le réducteur ici, le réducteur, c'est CR3. Parce qu'en fait, c'est un couple redox. Donc, le réducteur, c'est CR3 plus et l'oxydant, c'est CR2 au 7 de moins. Donc, on va essayer de équilibrer la réaction parce que là, on voit que la réaction, elle n'est pas du tout équilibrée. CR, il y en a deux d'un côté, et alors que CR3+, il n'y en a qu'un seul. Donc, on va déjà mettre un 2 pour équilibrer. Comme ça, il y a deux, les CR, il y a deux CR de chaque côté. Ensuite, on va faire avec les oxygènes. On va équilibrer les oxygènes. Donc, on va rajouter 7 H2O. Pour ajouter de l'oxygène, on ne peut pas rajouter de l'oxygène comme ça. Il vient toujours avec de l'eau, donc H2O. Donc, on va rajouter 7 H2O. Mais forcément, si on rajoute 7 H2O d'un côté, pardon, si on rajoute 7 H2O d'un côté, il faut rajouter, on a rajouté aussi 14 H. Donc, il va falloir rajouter 14 H plus de l'autre côté. C'est pour ça qu'on rajoute 14 H plus de l'autre côté. Et enfin, on va équilibrer la réaction avec les électrons, parce qu'il faut que la réaction, les deux réactions soient des deux côtés électriquement neutres. Voilà. Et on a équilibré l'équation redox. Ça, c'est un couple redox qu'on a équilibré. Voilà. Ça, la pile Daniel, ça, c'est quelque chose qui est vu très rapidement. En fait, il y a quelques points à retenir. Quelques points à retenir. C'est, c'est un système assez particulier, en fait. Et donc, est-ce que les H+ ne se transforment pas en H3O+. Euh, euh, est-ce que les H+ ne se transforment pas? Non, 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 parce qu'en fait, ouais, Pardon. vas-y, Dans un vas-y. milieu acide, on mettra des H3O+. Dans un milieu basique, on mettra des HO-. Donc, en gros, on va équilibrer en fonction de ça. Mais ça, vous n'allez pas à le voir encore. Et pour l'instant, vous équilibrez forcément qu'avec des H+. Voilà. Et en fait, sur le papier, ouais, comme tu dis, on peut pas ajouter ces électrons comme ça dans une réaction. Et parce qu'en fait, ça, c'est des demi-réactions et on peut pas juste faire réagir ces réactions avec ces réactions. Après, il y aura des équations plus grosses et les électrons, ils vont s'équilibrer. Les électrons vont s'équilibrer et donc, en fait, à la fin, il y aura plus d'électrons, en fait. Il y aura plus d'électrons comme ça qui vont partir de nulle part. Et les H3O+, vous allez le voir, vous allez le voir cette année, mais je crois que vous allez le voir cette année avec les réactions avec H3O+. Il va pas y en avoir beaucoup, vraiment, ça s'équilibre Ouais, avec H+, la plupart du ouais, la temps. plupart du temps, c'est avec H+. Allez, du coup, on va parler de la pile Daniel. Donc ça, voilà, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'oxydation, ça va être du côté anodique. Donc, le petit mot technique, c'est AA, il y a deux A, et réduction cathodique. L'oxydation anodique, ça va être du côté du pôle moins de la pile. Et la réduction cathodique, ça va être du côté du pôle plus. Voilà. Donc, ensuite, les mots techniques, c'est à la cathode, pôle positif, on a une réduction, et à l'anode, pôle négatif, on a une oxydation. C'est vraiment les seules questions qu'on pourra vous poser dessus. L'image, elle fait un peu peur, mais il y a pas, voilà, on peut vous poser que ça comme question. Donc, ça tombe très rarement, très, très rarement. Mais voilà, faut le savoir parce que si ça tombe et que vous savez pas répondre, c'est un peu dommage de perdre des points bêtement parce qu'il y a que ça, il y a que ça à savoir dessus. Voilà. Et là, je pense que, ah oui. Et enfin,
Euh, voilà, là, on va faire les potentiels d'oxydoréduction et potentiels standards. Donc, l'oxydant 1, il devient le réducteur 1. L'oxydant 1, il est avec le réducteur 1. L'oxydant 2, il est avec le réducteur 2. Et en fait, la réaction, elle va... le, les couples qu'il va y avoir de réaction, ça va être l'oxydant 1 avec le réducteur 2 et l'oxydant 2 avec le réducteur 1. Il faut en fait l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. Et ça, vous allez le voir avec le potentiel standard E, delta E. Donc, si delta E couple 1 moins couple 2, il est supérieur à 0, c'est que c'est le couple 1 qui est l'oxydant le plus fort. C'est que le couple 1, il est l'oxydant le plus fort. Et donc, vous pouvez le faire réagir avec le réducteur 2. Le réducteur 2. Voilà. Et je pense qu'on a fini avec la chimie classique. Tu peux répéter. Pas de souci. Euh, En fait, il va y avoir, comme tout à l'heure, il y avait un couple oxydant réducteur, c'était Cr2 au 7 de moins avec Cr3+. Il y avait l'oxydant et le réducteur. Mais comme j'ai dit, on va pas faire réagir que les deux ensemble. Il faut deux couples d'oxydoréduction. Donc, il va falloir deux couples. Et sauf qu'on peut pas mélanger l'oxydant avec n'importe quel réducteur, on peut pas mélanger deux oxydants avec deux réducteurs. Et en fait, pour les réagir, il faut toujours réagir l'oxydant le plus fort. Comment on caractérise l'oxydant le plus fort? C'est celui qui a le potentiel standard E le plus grand. Donc, pour savoir, on calcule le delta E du couple. Donc, on fait delta E du couple 1 moins delta E du couple 2. Et si c'est supérieur à 0, ça veut dire que le delta E du couple 1 il est plus grand que le delta E du couple 2. Et donc, si le couple 1 est plus grand, c'est-à-dire que c'est l'oxydant 1 qui est le plus grand. Et on va le faire réagir du coup avec le réducteur 2. On va pas faire réagir l'oxydant 1 avec le réducteur 2. Parce que, donc, on peut pas. Il faut qu'à la fin, on peut retrouver les mêmes molécules, hein. Oui. Mais du coup, là, je vais vous laisser avec Nina qui va faire la chimie orga et va répondre aux autres questions. J'espère que j'ai été assez compréhensible. C'était peut-être un peu brouillon pour la première fois, mais j'espère ça s'est bien passé. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le tutorat, sur le forum. Il y aura les autres collègues qui vous feront la semaine prochaine des QCM dessus. Donc, essayez de réviser les grandes lignes. Et franchement, vous inquiétez pas, donnez tout cette année. Allez-y à fond, mais de toute façon, je reste à côté. Donc, allez, bon courage pour la deuxième partie de la chimie orga. Vous allez bien vous amuser. Puis déjà, je vais répondre à vos questions parce que c'est plus clair que ma pro. C'est très marrant de dire ça. Euh, sur l'oxydoréduction, vraiment, la pile Daniel, ne l'apprenez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne tombe pas. Et ça ne tombera pas. Et du coup, ça ne sert à rien d'apprendre. J'avoue que là, c'est pas facile depuis le début parce qu'il y a énormément de trucs et qu'en vrai, il faudrait aller beaucoup plus en détail pour que vous compreniez vraiment tous les trucs. Sauf que c'est un peu impossible en LAS, vous verrez, vous n'aurez pas trop le temps. Du coup, il faut que vous ayez des moyens mémotechniques. Et ça, vous le verrez qu'en QCM. En fait, il faut faire juste des QCM en chimie. Il y a des matières où il faut vraiment apprendre, mais là, pour le coup, il faut faire que des QCM. Donc voilà. Et par rapport à la diapo d'après, les potentiels standards, donc eux, c'est des potentiels qui sont associés à des couples. Et il y a des formules pour les calculer, mais ça, on ne vous le fera jamais faire. Et c'est des potentiels associés à des couples. Et ça, du coup, vous le ferez. Et c'est comme ça qu'on a des réactions d'oxydoréduction avec deux couples, comme il l'a dit, deux couples redox. Donc, je vais passer sur la chimie orga, moi. C'est j'ai un peu plus de temps que Lucas pour le faire, donc je vais peut-être prendre un peu plus de temps. Normalement, vous en avez un peu fait normalement au lycée, en terminale. Donc, la première partie, c'est la nomenclature. Donc, c'est nommer en fait une molécule. Comment ça marche, toi. Et donc, donner. Oui, E sera donné, et même la plupart du temps n'est pas donné tout court, parce qu'on n'en parle pas trop. Mais oui, vous aurez jamais à le calculer. Là, il n'y avait même pas de formule sur la diapo d'avant, donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà, voilà. Les QCM, tu les trouveras sur le site du TAT. Tu vas dans bibliothèque ou librairie, je crois, LAS, et tu auras plein de QCM, toutes les annales, et des QCM faits spécialement pour ces diapos-là. Et vous en ferez aussi la semaine prochaine, du coup, en chimie, encore. Et là, vraiment, c'est là qu'il faut se concentrer, c'est pendant les QCM, parce que du coup, c'est vraiment tout le temps les mêmes choses. Ok. Du coup, sur la chimie orga,
Première étape de la nomenclature. Donc, comment nommer une molécule? D'abord, repérer sa chaîne carbonée la plus longue. Je vous le lis là et après, je vous le ferai sur une molécule. Euh, on met des suffixes pour les insaturations. Donc, les insaturations, c'est des doubles ou des triples liaisons. Et les fonctions prioritaires et les préfixes avant pour des fonctions qui sont non prioritaires. Et les ramifications. La numérotation, il faut que la fonction principale, donc il y aura un tableau qui les récapitulera toutes, donc on verra après. Il faut qu'il ait l'indice le plus faible. Ça, pareil, vous verrez aussi. Nom du composé précédent entre deux tirets, bah, ça va se faire naturellement. Et on va voir du coup pour un exemple avec une molécule. Ouais, alors du coup, juste la semaine Ah oui, pro, pardon. les QCM, ouais, c'est en distance, parce qu'après, c'est sur 2 semaines. Donc là, il y a une séance aujourd'hui de chimie, c'est le cours. Et la semaine prochaine, ça va être les QCM. Donc là, vraiment, ouais, donnez tout, parce que c'est là, essayez de bien les faire, d'être concentré et vous poserez toutes les questions. Non, je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine, mais dans tous les cas, l'équipe est cool, donc ça va bien se passer. L'équipe. Ouais, ouais. Ce sera pareil que cette visio en fait, hein, juste la semaine prochaine. Et ce sera en visio, ouais. Après, vous pouvez aussi les faire tout seul, parce qu'il y en a sur le site, du coup, sur la librairie. Voilà, voilà. Ok, donc, comme je disais, il y a un tableau qui récapitule les fonctions. Je vais passer là, mais j'y reviendrai après, pour essayer de nommer une molécule. Du coup, là, sur cette molécule, on vous demande d'abord de trouver la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, vous voyez la souris, du coup, on est d'accord, depuis tout à l'heure. Enfin, là, du coup, vous la voyez plus, mais là, vous la voyez, non? Ok, parfait. Merci beaucoup. Du coup, la chaîne carbonée la plus longue, je suis en train de la tracer là. Vous verrez la chaîne carbonée, du coup, là c'est en écriture topologique, je crois que ça s'appelle. Donc c'est des écritures où on met pas les CH, enfin, on en met quelques-uns. Par exemple, on met CH3 là, on met celui-là là, mais c'est parce que c'est des ramifications. Mais la chaîne carbonée la plus longue, en gros, c'est celle-là. Donc un carbone là, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ici, septième et huitième. Donc cette chaîne, ce sera, ce sera un octane du coup. Après, on entoure les fonctions. Faites-le d'ailleurs quand vous le faites chez vous ou sur une feuille, vous entourez, vous fluotez et tout ça et ça sera beaucoup plus clair. Du coup, les fonctions, il y en a deux. C'est la fonction O, cétone, et la fonction OH, alcool. Ensuite, on a des ramifications. Ramifications, c'est des CH3, méthyle et éthyle. Donc, comment on nomme? Donc, d'abord, on a la chaîne carbonée la plus longue qui est euh, au milieu, donc octane, on mettra. Et à la fin, du coup, en suffixe, on mettra la fonction prioritaire. Du coup, j'ai dit que j'y reviendrai. Le tableau d'avant, il récapitule les fonctions. Donc, vous voyez, là, vous avez la cétone et vous avez de l'alcool. Et c'est taquet dur en vrai, je suis en train de me rendre compte, je vous dis beaucoup de choses à la fois. Mais donc, dans ce tableau, on voit que la fonction prioritaire, ce serait l'acétone, au-dessus de l'alcool, du coup, parce que l'ordre de priorité, c'est lui qui est au prioritaire par rapport à tous. Donc voilà, cétone est prioritaire par rapport à l'alcool. Du coup, sur le nom de la molécule, on va ajouter un on. Du coup, là, vous allez voir ici, quand est-ce qu'on va le mettre? Voilà, cétone, terminaison on. Ok, deuxième étape, vous numérotez, du coup, parce que je vous ai dit qu'il y avait 8 carbones, mais vous les numérotez. Et pour les numéroter, il y a, enfin, enfin, pour savoir dans quel sens vous les numérotez, vous le faites en fait en fonction des fonctions prioritaires. C'est-à-dire qu'il faut caser le numéro le plus petit. Par exemple, là, si on partait de gauche, donc on faisait ici, attendez, je crois que ça le fait après. Non, c'est un peu chiant. Pardon, voilà. Ok, si vous partez de gauche, vous avez un 2 3 4 5. Et vous voyez que la fonction prioritaire est en position 5, du coup plus grand que 4. Du coup, ce qu'on va prioriser, c'est une chaîne carbonée avec le plus petit numéro sur la fonction prioritaire. Je sais pas si c'est clair, mais ok, on continue. Du coup, après avoir nommé la fonction prioritaire, on met les préfixes, c'est-à-dire les ramifications et les autres fonctions. Parce que par exemple, dans ce cas, on a une autre fonction, la fonction alcool. Du coup, fonction prioritaire cétone, fonction non prioritaire alcool, en préfixe, du coup, puisqu'elle n'est pas prioritaire, on l'appellera hydroxyle. Trois ramifications, deux méthyle, un éthyle.
Éthyle, du coup, c'est quand il y en a deux. Ça, vous le reverrez, enfin, vous reverrez après. Oui, donc l'acétone prime sur l'alcool. Absolument, c'est vraiment ça. Comme ça qu'il faut le voir. Et le nom, du coup, ce sera 3-éthyl, 3-hydroxy, 5,6-diméthyl, octa, 4-on. Donc c'est Takeshi, dit comme ça, mais en fait, ça devient Take simple. Donc oc, euh, oc 4-on, pardon. 4 pour indiquer la fonction cétone en position 4. Oct parce qu'il y en a 8. Après 3-éthyl parce que en position 3, ici, il y a un éthyle, celui-ci. 3-hydroxy, en position 3, il y a un hydroxy, pareil, et on met des tirets entre. Et 5,6-diméthyl, parce que en 5 et en 6, il y a deux méthyls. Et du coup, on, euh, pour simplifier, on met 10 devant. Et ça, pareil, entraînement à fond, parce que sinon, vous ne pouvez pas le savoir. Grâce au tableau, voilà, mais vous vous répondez entre vous, ça me régale. La cétone est au-dessus, je vais revenir dessus. La cétone est au-dessus de l'alcool dans le tableau, donc elle est prioritaire. Donc si on part de ce principe-là, l'acide carboxylique qui est tout en haut est la fonction la plus prioritaire. Est-ce qu'il faut que... Non, alors, moi, j'ai jamais appris par cœur parce que, en fait, au bout d'un moment, ça devient de l'habitude de nommer les molécules. Après, moi, j'étais en chimie, donc c'est pas le même délire, ça c'est sûr. Mais, euh, mais en soi, oui, il faudrait l'apprendre par cœur, ce tableau. Même si les fonctions qui tombent le plus souvent, c'est cétone, alcool et acide carboxylique. Le reste, j'en ai vraiment très peu vu. Pourquoi est-il avant hydroxyle? Alors ça, c'est pas écrit ici, je crois, peut-être sur la première diapo, mais parce que on fait par ordre alphabétique. Ça, vous l'avez vu au lycée, normalement, si vous avez fait chimie. Mais en gros, il faut que la ramification enfin, la première lettre de la ramification, ça se fait par ordre alphabétique. Éthyle, enfin, E, c'est avant H dans l'alphabet. Du coup, on met éthyle avant hydroxy. Et pareil, on le met avant méthyle. Bon, là, du coup, la première lettre, ce serait méthyle, pas le D, sinon ça marche pas. Je sais pas si vous captez vraiment. C'est vraiment la première lettre de la fonction, de la ramification. Voilà, ça pareil, habitude. Et en vrai, sur les QCM, en fait, on va vous donner une molécule et on va vous dire, on va vous proposer des noms. Genre la réponse A, ce sera cette molécule s'appelle. La réponse B, ce sera cette molécule s'appelle. Et en fait, à la fin, vous ferez juste par élimination et ce sera trop simple. Vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche de nommer des molécules tout le temps. Par élimination, vous comprendrez facilement. Voilà. Alors ça, c'est un nouveau truc, ça par contre, et c'est un peu chiant en vrai. Mais du coup, c'est la configuration RS. Donc ça, on en parle dans le cas de carbone asymétrique. Qu'est-ce que c'est un carbone asymétrique? C'est un carbone qui porte quatre constituants différents. Par exemple, si vous prenez un carbone, il peut faire quatre liaisons. Attends, pardon, je réponds pas aux questions, je suis affreuse. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu, mais est-ce que c'est ça? Oui, il est sur le site du TAT, ouais. Tout est sur le site du TAT, vraiment, donc vous inquiétez pas. Du coup, si vous dessinez une molécule, le carbone, il peut porter quatre constituants et il peut faire quatre liaisons, du coup. Par exemple, disons, enfin, si vous pouvez le faire, ça peut être pas mal pour visualiser, sinon c'est pas grave. Si vous dessinez un carbone avec en haut une fonction OH, à droite une fonction H, en dessous une fonction CH3, par exemple, et à gauche, vous dessinez une fonction NH3, disons. Vous vous rendez compte que là, à chaque fois, je vous ai cité des constituants différents. Du coup, ça voudrait dire que c'est ce qui définit en fait le carbone asymétrique. Il porte quatre constituants différents. Et en fait, c'est schématisé ici, même si on ne voit pas les constituants au bout. C'est schématisé ici, c'est un carbone asymétrique. Ça, c'est des carbones asymétriques. Deuxième notion qui est nouvelle, mais c'est très facile à capter. Je ne sais pas si je n'ai pas ça. Ah oui, oui, voilà, c'est. Ah, c'est dans librairie. Vous l'avez pas trouvé? Dans librairie. Peut-être que ça n'a pas été encore déposé parce que c'est vraiment le début de la semaine. Peut-être que ça n'a pas encore été déposé. Ouais. On va regarder ça. Je vais regarder Mais ça après. Ouais, je vais regarder ça après. Et au pire, je le mettrai dans la librairie et on fera un post ce sera mis sur le forcément. tour. Et regardez quand même s'il n'y a pas des trucs de l'an dernier parce que il me semble qu'il y a des. Enfin, la tuto rentrée, ça existe depuis 2 ans ou 3 ans, donc il doit y avoir les mêmes. En vrai, c'est presque les mêmes diapos l'an dernier, donc ça le fait. Ok, nouvelle du coup notion, excuse-moi, je vais un peu vite, du coup, parce qu'il faut finir à 19h30. 19h30, les gars. Oui, c'est Oui. 19 ouais.
Deuxième notion, c'est très simple, c'est euh, ces notations-là. En fait, euh, pour représenter une molécule en 3D, on va utiliser ces pointillés-là. Attendez, ces pointillés-là et ce gros trait-là pour en gros dire que là, le constituant 2, il va vers l'arrière et le constituant 3, il vient vers moi. Je sais pas comment dire. Comme ça fait une configuration tétraédrique. Donc voilà. C'est pareil que la formule de Cram, mais vous avez des bases, hein, parce que oui, il me semble que c'est pareil. Je vais regarder, là, excusez-moi. C'est à peu près ça, ouais. C'est ça, c'est Cram. Du coup, il faut juste que vous reteniez que quand les pointillés sont enfin, quand c'est en pointillé, ça va vers l'arrière. Quand c'est en gros trait, ça va vers l'avant. Ils veulent vous le faire comprendre comme ça. Voilà. Et du coup, les configurations RS, j'y viens, c'est une manière de compter les constituants. La manière de compter ces constituants, en gros, là, il y a marqué 1, 2, 3, 4, parce que du coup, quand je vous ai dit, je sais pas si vous l'avez fait, de représenter une molécule avec 4 constituants différents, on va les numéroter, 1, 2, 3, 4. Et on va les numéroter en fonction de leur numéro atomique. Donc, par exemple, une fonction oxygène prime sur une fonction carbone, qui, elle, prime sur une fonction azote, qui, elle, prime sur une fonction hydrogène. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui a le numéro atomique le plus grand est prioritaire et sera le premier. Et du coup, on trie en fonction de ça. Ça, il y a une diapo après qui l'explique. Une fois qu'on a numéroté les constituants, qui sont du coup tous différents puisque c'est un carbone asymétrique, on se place, là vous voyez, il y a un œil qui est dessiné, on se place de telle manière que notre œil regarde notre œil est dans l'axe de la branche 4 ici. Je sais pas comment dire. Parce que du coup, si lui va derrière et lui va devant, votre œil, du coup, qui regarde dans cet axe-là, il verra ça. Il verra ça, en fait. Le 4 sera derrière et on verra le 1 en haut, le 2 à droite et le 3 à gauche. Et du coup, les configurations ARS, c'est les sens. C'est-à-dire que si on compte 1, 2, 3 dans ce sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sera R. Alors, si on compte, enfin, si c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce sera une configuration S. Pareil, entraînement et pareil, il faut le voir dans l'espace. C'est moi, ça m'a pris du temps à le voir, mais il faut se positionner, il faut vraiment faire attention au schéma. J'avais pas vu l'œil, moi. Et en gros, il faut vraiment se positionner dans l'axe du 4, du coup. Et en fait, dès que vous avez compris ça, et dès que vous avez vu qu'il va vers l'arrière et lui vers l'avant, comment c'est que le 1, c'est le 1 et que le 2, c'est le 2? Mais du coup, c'est ce que je vous ai dit, ça, on va le voir après. On numérote en fonction de la priorité de la fonction. Et il se trouve qu'ici, c'est le numéro atomique le plus grand qui est en priorité. Voilà. RS, du coup, c'est les sens et c'est les configurations. Et on vous demandera, enfin, on vous mettra une molécule et on vous demandera est-elle de configuration R ou est-elle de configuration S? Ce sera des questions comme ça. Alors, Fischer, je vais pas vous le faire parce que je ne m'en souviens pas et ça ne tombe pas en vrai. Et pareil, c'est de la représentation dans le plan. Du coup, je vais passer sur la truc d'après parce que ça va juste vous perdre en vrai. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que... Est-ce que je peux me décaler ce truc? Attends, je crois que je peux cliquer sur l'autre. C'est bien. Ah ouais, c'est bon. Ok, parfait, merci, excusez-moi. Du coup, ce que je vous ai dit, c'est que on choisit les constituants, on les numérote par leur numéro, enfin, en fonction de leur numéro atomique, pardon. Dans le tableau périodique, vous voyez que l'oxygène a un numéro atomique 8, qui est supérieur à celui de l'azote, qui est supérieur à celui du carbone, qui est supérieur à celui du bore, qui est aussi supérieur à celui de l'hydrogène. Du coup, la fonction prioritaire sur un carbone asymétrique, ce serait le O ici. Si on a O, N, C, parce que la plupart du temps c'est ça, on a O, N, C et H, le O portera le nombre 1, N2, C3, H4. Souvent c'est ça, c'est vraiment la plupart du temps. Voilà. Du coup, sauf que là, du coup, vous vous demandez peut-être. Putain, est-ce que je peux me remécaler, excusez-moi, hein. C'est trop terrible. Pardon. Excusez-moi. Je sais pas. Ouais, parfait. C'est bon? Et du coup, par exemple, si la molécule, elle porte 2 CH3,
Enfin, non, pardon. En vrai, non, excusez-moi, c'est qu'on n'a pas attaqué le temps et je vais pas pouvoir vous faire ça. Mais en fait, ça, c'est dans le cas, mais c'est vrai, je peux pas. Ça, c'est dans le cas où la molécule, le carbone asymétrique, porte, par exemple, ici, un CHO, ici. Et ben, comment on va pouvoir le différencier d'un CC, par exemple, ou d'un CCH? Et ben, en gros, c'est en gros le même principe, c'est-à-dire que le O, il est supérieur dans les numéros atomiques, donc il sera en priorité, donc on voit ce signe, par rapport à un C ou par rapport à un H. Et ça, pareil, faut s'entraîner, il faut le voir. Et là, je peux pas vous le faire, là, c'est pas trop le temps. Et j'espère que vous comprenez un peu, en vrai, j'espère que je vous ai pas perdu complet. Comment je... Voilà, parfait. Ben, j'en passe à la dernière diapo et je m'arrête là parce que c'est affreux pour vous. Ça, c'est des notions, donc c'est vraiment pas difficile. Il n'y a pas beaucoup de questions dessus, mais il faut le savoir par contre. Euh, la chiralité, on va commencer par ça. La chiralité, un objet chiral, c'est votre main, par exemple. Votre main, si vous la mettez face à un miroir, donc c'est-à-dire en gros, si vous mettez vos deux mains face à face, elles se reflètent, mais elles ne peuvent pas superposer. Vous voyez bien qu'on ne peut pas superposer deux mains, c'est pas la même chose. Alors que si vous mettez un objet comme une flasque, bon, ici c'est nul, mais si vous mettez par exemple une fourchette face à un miroir, ça se reflète, mais ça se superpose aussi. Pas comme la main, du coup. Ça, c'est la notion de chiralité. Donc, la main est chirale, la flasque ici est achirale, on dit. Superposable. Ensuite, les diastéréoisomères. Peut-être commencer par la notion de stéréoisomère. Je vais juste vous lire la définition que moi j'avais dans mon cours l'an dernier. Vous l'aurez ce cours, du coup. C'est quoi la différence? J'ai pas compris. Eh ben, la différence, c'est que, du coup, je sais pas comment te dire, mais en fait, la main, quand tu, elle, en fait, quand tu mets tes deux mains face à face, si tu le fais là, elle se reflète. Genre, si tu mets un axe, enfin, il y a un axe de symétrie entre les deux. Par contre, quand tu essaies de les superposer, quand tu poses ta main droite sur ta main gauche, mais enfin, je sais pas comment dire, dans le même sens, genre, dans ce sens-là, vous voyez bien que c'est pas superposable. Le pouce n'ira pas sur le pouce et tout ça. Avec une molécule. Ah ouais, ben, c'est vrai que c'est le plus intéressant. Une molécule chirale. Ben, en fait, une molécule chirale n'a pas de plan de centre ou de centre de symétrie. Enfin, je sais pas comment dire. Une molécule chirale, ce serait ben, une molécule comme un carbone asymétrique que je vous ai donné. Je sais pas comment. Vous pourrez pas. Une molécule chirale, c'est une molécule qui a ces quatre liaisons, où c'est elles sont reliées par des molécules, des atomes, qui sont des atomes plutôt qui sont différents. Donc ça va Des être, constituants différents, ce que je vous ai dit. voilà, ça va être des constituants différents. Voilà, c'est tout simplement ça. Et là, je sais Une pas pourquoi ils molécule vous le disent chirale avec. est une molécule qui a ces quatre liaisons avec des molécules, des atomes différents. Par exemple, l'acide lactique, c'est CH3, c'est COH, et le carbone du milieu est relié à un alcool et un hydrogène. Donc, l'acide lactique, il a un carbone asymétrique avec, où ces quatre liaisons sont la première liaison, un acide carboxylique, un CH3, un alcool et un hydrogène. Voilà, bon, c'est ce que je vous ai dit sur le. Voilà, C'est ce que je vous ai simplement. dit sur le carbone asymétrique ouais, tout à l'heure. Alors, les énantiomères, du coup, c'est une molécule chirale. Pas forcément. Enfin, si. Mais deux énantiomères, Si, absolument. ils ont tous les deux un carbone asymétrique. Si, absolument, ouais. Attendez. Euh, Ouais, voilà. Les énantiomères, ça, c'est parce qu'on le voit après avec les diastéréoisomères et les énantiomères. C'est à partir du moment où on a enfin, une molécule avec deux carbones asymétriques. Envoyé sur Et l'écran. là, du coup, ça multiplie les propriétés, en fait. Enfin, comment dire? Du coup, je suis T'as pris le billet. ça va en diapo. Du coup, là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les configurations R et S, ben là, par exemple, c'est dans le cas d'une molécule qui a deux carbones asymétriques. Et ces deux carbones asymétriques sont de configuration R. Donc, on l'appellera RR. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, RR et SS, par exemple, putain, ça me saoule. Ah, pardon. RR et SS, dans ce cas-là, on les appelle énantiomères. Pareil, RS et SR, c'est des énantiomères. Mais toutes ces flèches-là, qui sont en pointillés, ça désigne des diastéréoisomères. Voilà. Et ça, vous allez le voir avec des molécules qui sont vraiment. Ok. Des fois, j'ai vraiment dit, je sais pas quoi. Donc, tu vas gentil et tout. Et je sais pas.
Voilà, au moins, plus parler, là. Et ouais, ça parlait pas mal. Ouais, c'est bon. Ok, je sais pas si vous avez entendu ce que je vais dire, je vais le répéter rapide. Donc RR, c'est une molécule qui a... Ah oui, vous avez pas entendu. Ben, je répète vite. RR, on parle d'une molécule qui a deux carbones asymétriques. Donc deux carbones asymétriques, on doit les définir. Est-ce qu'ils sont de configuration R ou S? Dans ce cas-là, ils sont tous les deux RR. Dans ce cas-là, ils sont tous les deux SS. Dans ce cas-là, il y en a un R, un S, et dans l'autre cas, SR. Du coup, qu'est-ce qui différencie des énantiomères des diastéréoisomères? RR et SS, on va dire que c'est des énantiomères. RS et SR, c'est des énantiomères, d'où les flèches continuent comme ça. Par contre, toutes ces flèches-là, elles désignent des diastéréoisomères. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut que vous les différenciez. Mais pareil, il faut que vous le voyez avec une molécule, et ça, vous le verrez que dans les QCM. Là, je peux pas vous en dire plus sur ça. Par contre, dernière notion du cours, la configuration Z ou E, ça, c'est dans le cas où on a une molécule qui a pareil deux carbones, mais ces carbones ne sont pas asymétriques. Pourquoi ils sont pas asymétriques? Parce qu'ils forment une double liaison entre eux. Du coup, ils font pas quatre liaisons autour d'eux. Ils font trois liaisons autour d'eux, A, H et C. Du coup, c'est pas des carbones asymétriques, mais ils forment une molécule avec deux carbones quand même. Dans ce cas-là, on aborde la configuration pour les définir de Z, enfin, la notion de configuration Z ou E. Et ça, pareil, c'est du par cœur, il faut le savoir. Configuration Z, c'est quand ils sont ensemble. Bon, là, ils vous ont mis un moyen mémotechnique, mais c'est pas ouf en vrai. Mais du coup, c'est quand ils sont du même côté, les isomères, on dit que c'est des isomères Z. Et quand ils sont de côté opposé, c'est des isomères E. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on a un différent type de molécules, on les définit d'une manière différente. Et la chiralité, comme ça, cette notion de chiralité, là, c'est donné avec des mains. Mais voilà, il faut le voir sur des molécules, il faut le projeter sur des molécules. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, pardon, oui, peut-être que vous savez pas, c'est vrai qu'il faut se créer un compte sur le tuto web pour accéder à la librairie. Ouais, il faut avoir un compte sur le tutorat, mais normalement, si vous êtes inscrit, si vous avez Ouais, pas mal. si vous êtes inscrit au une molécule à chirale, c'est une molécule. Moyen de respecter. Le truc Z, oui, ben, je peux réexpliquer. C'est dans le cas où on n'a pas des carbones asymétriques, ces carbones sont pas asymétriques, et on va numéroter leurs constituants, pareil. Mais dans ce cas-là, un isomère E, ce serait un isomère qui a des constituants qui ne sont pas du même côté, parce en chimie, les sens et la position des constituants, ça importe beaucoup. On peut pas les échanger comme ça. Alors là, on peut pas faire tourner cette liaison. Je sais pas comment vous dire. Voilà, on peut pas faire tourner. Du coup, on définit des sens. Du coup, quand A et B sont pas du même côté, donc A, disons que c'est un CH3 et B, c'en est un autre, un NH3, et ben on dira que c'est un isomère E, alors que quand A et B sont du même côté, on dira que c'est un isomère Z. Comment on s'inscrit? Mais on s'inscrit, il faut se Non, créer un c'est compte. sur le site du tutorat. Pour les isomères A et B, on pouvait prendre avec plein d'autres molécules, mais c'est juste que A et B, c'est des molécules qui sont plus grandes, qui ont un numéro atomique plus grand que H, parce que Ah H, c'est oui, juste un voilà. hydrogène. Oui, parce que je vous ai dit que comment on numérote en fonction du numéro atomique des éléments. H, il sera forcément dernier, puisque vous vous doutez bien, il a un numéro atomique de 1, donc ce sera toujours le plus petit. Voilà. Et le L-glucose et le D-glucose, oui, c'est des molécules chirales parce que il y a des carbones qui ont d'un côté un alcool, d'un autre côté une fonction hydrogène, et de l'autre côté, ils ont des molécules différentes. Donc, ils ont des carbones asymétriques. Donc, comme ils ont des carbones asymétriques, comme ils ont des molécules asymétriques, Ah oui, oui, mais vous le verrez, le c'est des glucose molécules en chirales. biochimie. Enfin, d'ailleurs, c'est du, c'est du D-glucose, vous le verrez, D-glycéraldéhyde, exactement. Et vous le verrez en chimie, et vous verrez qu'il y a que du D, et enfin, en biochimie, pardon. Et ça, c'est bien expliqué en biochimie pour le coup. Et en fait, on dit pas, je reviens sur la dernière question dans le chat là, on dit pas qu'un carbone qui n'est pas asymétrique est symétrique. Je sais pas comment dire. On ne donne que le terme asymétrique pour définir un carbone. Donc, asymétrique, ça veut dire quoi? Un carbone, quatre liaisons autour, pas de double liaison du coup, parce que sinon il y aurait que trois liaisons. Dans ce cas-là, il y a trois liaisons. Mais du coup, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a quatre liaisons autour de lui. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas donné d'exemple dans la diapo, mais par exemple, ah bon, je peux pas revenir dessus, mais c'est pas grave. Ouais, oui, pardon. Par exemple, voilà, rien que là.
Bon, je vous ai pas parlé de cette diapo parce que enfin, là, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais là, par exemple, ce carbone au milieu, c'est un carbone asymétrique, un constituant différent à chaque côté. Voilà. Et un carbone qui n'est pas asymétrique, bah, il n'a pas de nom, en fait. On ne dit pas qu'il est symétrique. Voilà. Voilà, bah, en tout cas, je pense qu'on en a fini là. Vous avez notre cours juste après, donc on va pas trop empiéter parce que sinon vous allez finir assez tard. Euh, donc on va vous laisser. J'espère que ça s'est bien passé. Ouais. Et vous foutez pas la pression en chimie parce que c'est dur. Et que, en vrai, moi, je l'ai capté parce que j'étais en licence chimie. Mais pour ceux qui faisaient pas de chimie, c'est vraiment dur. Et essayez plutôt de... Voilà, parce qu'il y a que 2 QCM au concours, en fait, en chimie. Donc, vous verrez que c'est pas grand-chose sur le concours en entier. Mais du coup, voilà, plutôt trouver des moyens mémotechniques pour comprendre ça. Et voilà, d'essayer de les voir, mais pas y passer, voilà, pas se foutre la pression sur ça. Les gens qui n'ont pas pris physique en terminale, force à vous, oui. Ouais. Mais avec plaisir, ça m'a fait plaisir de vous faire ce cours. Voilà.